Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, cher Bernard, merci pour cette invitation, merci pour l'occasion de vous parler de ce que nous faisons en Europe face à deux types de menaces sur notre sécurité. La menace terroriste et la menace cyber. Tout d'abord, la menace terroriste, qui reste à un niveau trop élevé et en constante évolution. Nous sommes passés d'attaques préparées et coordonnées par des groupes de terroristes comme celle de Paris en 2015 et Bruxelles 2016, à des attaques mises en œuvre par des individus isolés, souvent radicalisés en ligne et qui utilisent des moyens simples comme des voitures ou des couteaux. Ce type d'attaque est beaucoup plus difficile à détecter, car les individus sont parfois inconnus des services et passent à l'action de manière imprévisible. De plus en plus, nous sommes en face aussi également de la menace cyber. L'année 2017 a été l'année d'une prise de conscience dans le domaine de la cybersécurité, avec des attaques d'une ampleur inédite comme WannaCry, NotPetya, et qui ont capacité à proliférer d'une manière extrêmement rapide et à se jouer des frontières. Nous avons aussi pris conscience des risques que présentent les innombrables objets déjà connectés et les 50 milliards qui le seront d'ici 2020. Aujourd'hui, la majorité des entreprises sont touchées par des cyberattaques. Selon le baromètre de la cybersécurité des entreprises de janvier, 79% des entreprises ont constaté au moins une cyberattaque au cours des 12 derniers mois. Le ransomware, demande rançon, reste la cyberattaque la plus courante. Et ce type d'attaque a augmenté de 300% depuis 2015. Dans près d'un cas sur deux, les attaques ont des impacts concrets sur l'activité des entreprises touchées. Indisponibilité du site, arrêt de la production ou perte de données. Selon le baromètre mondial annuel d'Allianz, les risques liés au piratage et perte de données dévancent ceux des catastrophes naturelles chez les entreprises. Dans la finance, ils sont désormais numéro 1, devant les risques réglementaires ou les évolutions du marché. L'incidence économique de la cybercriminalité a quintuplé entre 2013 et 2017 et pourrait encore quadrupler d'ici 2019. À la suite des attaques WannaCry et NotPetya, il a été estimé de nouvelles attaques cyber d'ampleur pourraient coûter plus de 100 milliards d'euros à l'économie mondiale. Les répercussions économiques de NotPetya avaient déjà été évaluées à plus d'1 milliard d'euros et j'ai vu des estimations beaucoup plus élevées que ça. La sécurité relève en premier lieu de la responsabilité des États membres, des États. Mais la nature transnationale des menaces que je viens de décrire et qui pèsent sur nous requiert une réponse forte au niveau européen. Le travail que nous faisons à la Commission vise à apporter aux États membres le soutien et les outils nécessaires afin de renforcer la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les menaces cyber. J'évoquerai dans un premier temps nos actions concernant la menace terroriste. Ces dernières années, la France, ainsi que plusieurs d'autres États membres, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suède, la Finlande, la Belgique, l'Espagne, ont été la cible d'attaques terroristes qui ont causé des centaines de morts et encore davantage de blessés. Nous avons répondu, l'Europe a répondu. Face à la menace du terrorisme, les États membres ont renforcé leur coopération
À travers le travail que nous faisons pour construire une union de la sécurité, de réels progrès ont été faits. Pour réduire l'espace dans lequel les terroristes peuvent opérer, pour renforcer notre résistance collective et pour répondre aux causes profondes que sont notamment la lutte contre la radicalisation, en ligne et dans nos communautés. Afin de réduire les moyens d'action des terroristes et donc leur capacité à nous frapper, nous avons renforcé la législation européenne pour faire en sorte qu'il soit plus difficile pour les terroristes d'accéder à des armes, des explosifs ou de financer leur action. La nouvelle directive sur les armes à feu, adoptée l'année dernière, met ainsi hors de portée des civils les armes à feu les plus dangereuses. Nous avons aussi proposé une révision du règlement sur les précurseurs d'explosifs, visant à renforcer les règles existantes pour empêcher l'utilisation détournée de substances chimiques pour la fabrication de bombes artisanales. Et pour mieux lutter contre le financement du terrorisme et de la criminalité organisée, nous avons proposé un ensemble de mesures visant à faciliter l'accès des services répressifs aux informations financières. Nous avons également agi pour limiter les déplacements des terroristes et notamment leur entrée sur le territoire européen, avec la mise en place depuis avril 2017 de contrôles systématiques à travers les bases de données de toute personne entrant et sortant de l'espace Schengen. Nous agissons pour renforcer le contrôle de nos frontières extérieures, avec la mise en place de nouvelles bases de données. Le fichier entrée-sortie qui permettra d'enregistrer les entrées et les sorties de l'espace Schengen des ressortissants d'États tiers, le fichier ETIAS, un ESTA européen, afin de pouvoir contrôler en amont les personnes dispensées de visa arrivant sur notre territoire. Et nous avons adopté le PNR européen pour identifier en amont les personnes dangereuses tentant de venir en avion sur le territoire européen. Nous avons aussi mis en place le premier corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui assiste les autorités nationales dans leurs fonctions aux frontières extérieures de l'Union. Il est actuellement composé de 1 700 personnels et sera renforcé pour atteindre 10 000 personnels d'ici 2020. Disposer de la bonne information au bon moment est un élément clé de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Le système d'information Schengen a ainsi été renforcé et aujourd'hui est davantage alimenté et mieux utilisé par les États membres. Mais nos systèmes d'information avaient des lacunes. Ainsi, le terroriste de Marseille et celui de Berlin étaient enregistrés sous plusieurs dizaines d'identités différentes dans plusieurs bases de données européennes. Afin que cela ne soit plus possible dans l'avenir, nous allons mieux interconnecter nos différents systèmes d'information sécuritaire et migratoire au niveau européen. Si notre objectif collectif premier est bien d'éviter les attaques terroristes, nous devons aussi aider les États membres à renforcer leur capacité de résilience face aux attaques lorsqu'elles surviennent. En octobre 2017, nous avons ainsi publié un plan d'action visant à soutenir la protection des espaces publics. La Commission a également mis en place des possibilités de financement permettant aux villes de prendre les mesures nécessaires afin de protéger des espaces publics, sans les priver de leur caractère ouvert. Nous avons ainsi publié récemment un appel à projet d'un montant de 100 millions d'euros. Mais la menace évolue et nous devons nous y adapter. Les auteurs des dernières attaques sont des citoyens européens qui sont nés et ont grandi parmi nous, n'ont jamais séjourné dans une zone de combat et se sont probablement radicalisés sans bouger de chez eux. Nous devons avant tout empêcher la radicalisation de telles personnes. Pour y parvenir, nous agissons sur deux fronts, en soutenant les efforts déployés au niveau local, dans les quartiers, et en agissant sur le contenu terroriste en ligne pour qu'il soit retiré plus rapidement.
En premier lieu, une approche de terrain est essentielle. À l'échelon européen, la Commission soutient les travaux du réseau européen de sensibilisation à la radicalisation, qui comprend aujourd'hui 3000 experts qui œuvrent sur le terrain à la prévention de la radicalisation des personnes vulnérables et soutient aux autorités nationales. L'autre grand défi concerne la radicalisation par l'intermédiaire de l'Internet, qui impose de lutter contre la propagande terroriste en ligne. Les contenus terroristes en ligne ont joué un rôle dans chaque attentat perpétré sur le sol européen ces 2 dernières années, que ce soit pour inciter à commettre une attaque, pour donner des instructions en vue de sa réalisation ou pour en glorifier les effets meurtriers. Nous avons mis en place depuis 2015, au niveau européen, une approche de coopération volontaire avec les grandes plateformes d'Internet dans le cadre du Forum européen de l'Internet. Mais les progrès effectués n'ont pas été assez importants. C'est pourquoi nous avons proposé en septembre dernier une législation visant au retrait de contenus terroristes par les plateformes Internet dans l'heure suivant leur notification par les forces de l'ordre ou les autorités judiciaires. Pour moi, c'est quelque chose que nous devons faire. A few words now about... Quelques mots maintenant concernant les défis des cybermenaces et ce que nous avons essayé de faire par rapport à ces cybermenaces afin de renforcer notre résilience collective. Bon, maintenant, les cyberattaques classiques qui visent ici les systèmes ainsi que les données, ainsi que, qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur le continent européen, tels que les crimes, ce qu'on a déjà mentionné. La Commission a proposé un package, un kit de propositions en septembre 2017 afin de renforcer notre résilience, de mettre en place une réponse, ou plutôt une défense crédible au niveau de la coopération européenne. Dans ce processus de renforcement du mandat des agences européennes, le réseau, l'agence de sécurité et de protection, et la transformer ainsi en tant qu'agence à part entière. Cette nouvelle agence sera responsable de l'établissement de l'opération d'un réseau de certification antiterroriste afin de s'assurer que les services et les produits soient vraiment au top au niveau cybersécurité et puissent ainsi s'intégrer dans nos infrastructures numériques. Mais nous devons également renforcer nos réponses et créer ainsi décourager également ces personnes qui peuvent s'adonner à des attaques. Ça veut dire qu'il faut augmenter les chances de capture de ces personnes et vraiment pouvoir être punis lorsque l'on s'engage dans de tels cybercrimes. Afin d'encourager ce processus, nous avons mis en place des mesures afin de faciliter les organes de maintien de l'ordre afin d'avoir accès à des informations numériques telles que les informations concernant les mails, WhatsApp, les communications ou même les achats qui peuvent se faire sur Amazon. Nous avons également mis en place des propositions afin d'encourager nos capacités afin de poursuivre des fraudes qui pourraient participer aux attaques critiques. 2 tiers de ces montants, de ces pertes, sont faites par le biais de fraude de cartes. Il y a également des actions en matière de phishing, de hameçonnage. Nous devons également avoir les bonnes capacités technologiques au niveau européen. Et c'est la raison pour laquelle nous avons renforcé le budget dans le cadre de la cyberprotection à partir de 2021. Par le biais de notre programme européen, par exemple, nous avons proposé de financer 2 millions d'euros ici, par le biais d'investissements, par exemple, pour protéger la société, la démocratie et les systèmes numériques, et nous défendre contre les cyberattaques et renforcer la cybersécurité avec des équipements hautement technologiques ainsi que des infrastructures hautement technologiques et le développement des bonnes compétences et des bonnes connaissances. Et cela vient s'ajouter au financement à partir de fonds de sécurité et des programmes de recherche également. Nous avons également proposé un réseau de centres nationaux et un hub européen afin d'encourager et de d'épauler nos travaux de recherche en matière de cybersécurité afin d'être aussi coordonnés et effectifs que possible. Les règles existent déjà au niveau européen et vont jouer un rôle très important également
dans ces nouvelles réglementations, le RGPD, avec des amendes très importantes en cas de violation dans le traitement des données personnelles. Et cela peut vraiment encourager le monde de l'entreprise à agir en fonction. Ces lois en matière de sécurité vont également obliger les gouvernements afin de s'assurer que les infrastructures importantes soient protégées des attaques électroniques telles que le secteur bancaire, le transport, l'énergie, vont devoir évaluer, prendre des actions contre les cyberrisques. D'autres devraient le faire également. Je pense que le secteur public doit également réaliser les mêmes démarches. La cybersécurité ne peut pas simplement être sous la responsabilité des autorités publiques, que ce soit au niveau des gouvernements nationaux ou de l'Europe. Le secteur privé doit également participer de façon prépondérante. La cybersécurité et l'industrie qui est associée ici doit... Bon, quelquefois, on consomme de la sécurité, mais en fait, il faut apporter de la sécurité ici dans ce secteur maintenant. La sécurité ne doit pas être considérée comme un coût, mais comme un avantage compétitif. Et comme vous en êtes très conscient, le secteur privé a beaucoup de raisons, de bonnes raisons, pour vraiment prendre tous ces problèmes très au sérieux. La résilience au niveau de la cybersécurité par rapport aux consommateurs, ça peut représenter une valeur. Les sociétés qui n'ont pas ces valeurs pourront faire l'objet de risques au niveau de leur réputation. La gouvernance également commence à encourager les sociétés. Les incidents récents, Equifax par exemple, Uber et d'autres, eh bien... il y a des problèmes par rapport à cela au niveau des conseils, mais la cyberassurance, par exemple, et les marchés, en fait, la valeur va augmenter à hauteur de 9 milliards d'ici 2020, va commencer à renforcer ses propres disciplines en la matière et va récompenser les gens qui prennent les bonnes actions, qui mettent en place les bonnes actions. Mais on n'en est pas encore là. Donc, d'abord, un rapport récent de Lloyds de Londres, les sociétés européennes ont un taux de couverture dans d'autres nations développées. Maintenant, quand vous considérez les coûts liés à ces attaques, et Lloyd l'a estimé entre, par exemple, 445 et 608 milliards de dollars au niveau international en 2017, simplement. Donc, pour cette raison, j'accueille les travaux que vous réalisez, que l'association réalise dans ce domaine, donc avec la mise en place d'un système qui aide les victimes de cyberattaques, avec la mise en place de normes, de standards, de certification, et travaille également sur la prévention et la sensibilisation. Il faut continuer à aller de l'avant dans le public ainsi que dans le secteur privé afin de se préparer et d'être en ordre de bataille quand et si quand les prochaines cyberattaques vont se produire. Mes collègues cet après-midi, M. Devala va vous parler par vidéo ici d'autres défis, la protection du climat par exemple, et plus particulièrement les océans. C'est quelque chose qu'il prend très au sérieux. Et il va également vous citer d'exemples concernant la coopération du secteur public avec le secteur privé, ainsi que votre secteur ici, les travaux réalisés par AXA en l'occurrence, afin de combattre la pêche illégale. Je pense que ces exemples qui montrent qu'on travaille ensemble, ces exemples sont très, très efficaces. Un monde dans lequel nous vivons est un monde qui fait l'objet de changements. Et une interconnexion ici est un grand avantage pour chacun d'entre nous. Je parle des avantages sociaux, économiques également. Même lorsqu'ils ne sont pas bien utilisés. Et lorsqu'ils ne sont pas bien utilisés, ça peut produire des granns risques ici. L'un des grands risques sur lesquels on s'est focalisé, c'est le risque démocratique, les institutions démocratiques, les processus démocratiques et les élections, par le biais de la mauvaise utilisation des médias sociaux et de l'Internet. Vous pouvez participer à cela. Votre secteur peut nous aider ici à encourager les changements. Vous pouvez nous aider à encourager notre mode de préparatoire et notre résilience. Ce sont des objectifs partagés au niveau des autorités publiques, au niveau national, au niveau européen. Et je suis très heureux que nous pourrons travailler tous ensemble dans ce contexte. Merci beaucoup.